Et si le Sahel était en train de devenir le véritable champ de bataille des grandes puissances? Imaginez la scène. Un sénateur américain se dresse devant les caméras, exigeant des sanctions contre le Burkina Faso. À peine quelques heures plus tard, la Russie riposte avec une déclaration percutante. Beaucoup y voient du simple théâtre diplomatique. Mais si c'était bien plus que ça? Si ces échanges n'étaient en réalité que la partie émergée d'un bouleversement profond, le signe que l'ordre géopolitique bâti depuis la décolonisation est en train de s'effondrer? Aujourd'hui, un pays enclavé d'Afrique de l'Ouest, longtemps perçu comme un simple pion, devient le point de pression dans une lutte mondiale pour le contrôle du Sahel. Ici, ce n'est pas seulement une question de dirigeants illégitimes ou de sanctions isolées. C'est l'histoire d'un pays qui affirme haut et fort qu'il n'a plus besoin de l'aval des puissances occidentales pour choisir son destin, et de la réaction de ces puissances, désormais confrontées à la remise en cause de décennies d'influence stratégique. Quand Ibrahim Traoré prend le pouvoir à Ouagadougou par un coup d'État en 2022, il ne se contente pas de chasser son prédécesseur. Il incarne une rupture. Pour la première fois, un chef burkinabé ose dire publiquement ce que beaucoup pensaient tout bas. Que la France n'a pas aidé, que l'Occident n'a pas aidé, que le salut du Burkina Faso dépendra désormais de nouveaux partenaires, même s'ils s'appellent Moscou et non Paris ou Washington. Résultat, les troupes françaises sont expulsées, les liens institutionnels hérités de l'indépendance sont brisés, et la nouvelle alliance se construit avec la Russie. En quelques mois, le Burkina Faso, rejoint par le Mali et le Niger, se tourne vers une coopération sécuritaire inédite, loin des cadres occidentaux. Ce basculement, la Russie le soutient, l'accompagne et l'utilise pour affirmer son propre récit, celui d'une Afrique qui se libère du néocolonialisme occidental. Face à cela, la réaction des États-Unis, les appels à la démocratie, les préoccupations sur les droits humains, les menaces de sanctions, ne tombent pas dans le vide. Elles résonnent comme les derniers coups d'un système qui vacille, alors que de nouveaux rapports de force émergent, redessinant les cartes de la sécurité, des ressources et de l'influence en Afrique. Ne pas comprendre ce changement, c'est risquer de passer à côté des dynamiques profondes qui redéfiniront non seulement l'avenir du Sahel, mais aussi la place de l'Occident dans le monde. Pour saisir ce qui se joue vraiment aujourd'hui, il faut revenir un instant sur l'histoire récente du Burkina Faso et sa spectaculaire transformation. Comment un jeune capitaine est-il devenu le symbole d'une rupture avec l'Occident? Pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui au Burkina Faso, il faut revenir sur un enchaînement d'événements qui dépasse largement le contexte local. Quand Ibrahim Traoré, alors âgé de 34 ans, prend le pouvoir à Ouagadougou en septembre 2022, ce n'était pas seulement un coup d'État de plus dans un pays déjà secoué par l'instabilité. C'était le deuxième en moins d'un an, révélateur d'une profonde crise de légitimité du système politique en place. La justification officielle, elle, ne fait guère de doute. L'incapacité du pouvoir précédent à contenir la vague d'insurrections djihadistes qui menaçait non seulement la sécurité, mais aussi l'existence même de l'État burkinabé. La population, fatiguée par l'insécurité, le manque de perspective et la précarité, voyait dans ce jeune capitaine une chance de rupture. Mais très vite, Traoré va pousser la logique beaucoup plus loin. Il ne s'agit plus seulement de changer de chef, mais de rompre avec tout un ordre hérité de la période postcoloniale. Dès son arrivée à la tête du pays, Traoré assume publiquement ce que beaucoup n'osèrent plus dire. Selon lui, la France et plus largement l'Occident n'aident plus réellement le Burkina Faso, et leur présence militaire ou économique n'a pas amélioré la situation. Le constat est brutal, mais il traduit un sentiment largement partagé dans la région, celui d'un système où l'Occident impose ses règles, ses exigences, en matière de droits de l'homme, de gouvernance, de politiques économiques, sans répondre aux besoins les plus urgents de la société. La rupture devient concrète début 2023. Les forces françaises sont expulsées. Les accords militaires conclus depuis des décennies sont rompus. Les bases françaises, symboles d'une présence de plus de 60 ans, sont démantelées. Pour la première fois, Ouagadougou choisit de se tourner vers d'autres partenaires, et c'est vers la Russie que les regards se portent. Très vite, des instructeurs militaires russes arrivent au Burkina Faso. Des visites officielles à Moscou sont organisées et la coopération s'affiche sans complexe. Ce choix n'est pas isolé. Il s'inscrit dans une tendance régionale. Le Mali avait déjà entamé ce virage,
le Niger suivra après son propre coup d'État en 2023. Ensemble, ces trois pays créent l'Alliance des États du Sahel, une confédération sécuritaire qui affiche clairement son indépendance vis-à-vis des institutions occidentales, notamment la CEDEAO, longtemps bras armés de la politique française et américaine en Afrique de l'Ouest. Ce basculement est bien plus qu'un simple jeu d'alliance. Il marque la fin du statut de l'Afrique de l'Ouest comme État client des grandes puissances occidentales. Désormais, le Burkina Faso et ses alliés veulent choisir librement leurs partenaires, sans condition sur la gouvernance, les élections ou les droits humains, là où la Russie, la Chine ou la Turquie offrent une coopération sans question, plus pragmatique et surtout sans ingérence politique. Ignorer ces dynamiques, c'est manquer la clé de lecture de ce rejet de l'Occident, qui ne se limite pas à une réaction épidermique, mais relève d'une volonté d'émancipation et d'affirmation stratégique. Mais ce virage ne s'est pas fait sans conséquences internes et externes. Les sanctions sont-elles encore un levier efficace dans un monde multipolaire? C'est la question qui dérange, mais qu'on ne peut plus éluder. Pendant des décennies, la pression occidentale, qu'elle soit économique ou diplomatique, faisait trembler les gouvernements du Sud. Être coupé de l'accès aux marchés européens ou américains, privé des financements du FMI, isolé des grandes banques internationales, c'était synonyme d'asphyxie. Mais le paysage a changé. Aujourd'hui, un régime sanctionné ne se retrouve plus automatiquement dans l'impasse. La Russie propose une aide militaire, la Chine finance des infrastructures et achète des matières premières, la Turquie fournit des drones et des équipements, les monarchies du Golfe offrent des lignes de crédit. Ce qui semblait être un couperet absolu dans les années 90 n'est plus, en 2025, qu'une pression parmi d'autres, et parfois un accélérateur de réalignement. Prenons le Burkina Faso. Officiellement, les États-Unis et l'Union européenne justifient leurs sanctions par la régression démocratique, les violations des droits humains, une crise humanitaire dramatique. Et rien n'est inventé. Plus de 2 millions de personnes déplacées, une insécurité alimentaire qui aggrave la misère, une violence extrême qui ne faiblit pas, malgré les changements de régime. Mais il y a une réalité qui dérange l'Occident. Au moment même où les sanctions pleuvent, Ouagadougou accélère son rapprochement avec la Russie. Un scénario désormais classique au Sahel. Ce n'est pas un cas isolé. Le Mali, le Niger et maintenant le Burkina Faso ont tous entamé le même processus de rupture avec la France, puis avec l'Occident plus largement. Ensemble, ils ont créé l'Alliance des États du Sahel, signe d'une volonté de dessiner leur propre avenir, sans tutelle étrangère. Ce basculement, les sanctions occidentales n'ont pas su l'enrayer. Au contraire, elles en ont précipité la dynamique. Car aujourd'hui, l'isolement par l'Occident ne signifie plus l'isolement tout court. Les alternatives existent, et elles sont désormais crédibles. Ce nouveau jeu d'alliance bouleverse complètement les calculs. Là où la France ou les États-Unis conditionnèrent leur soutien à des avancées démocratiques ou à la lutte contre la corruption, la Russie, elle, intervient sans poser de questions. Moscou ne se fait pas l'avocat du régime de Traoré sur la question des droits de l'homme, mais transforme le débat. Il ne s'agirait plus de démocratie ou de gouvernance, mais de souveraineté, de résistance à l'ingérence étrangère. Un discours qui trouve un écho puissant dans de nombreuses capitales africaines, lassées d'un ordre international perçu comme à sens unique. Pour comprendre ce qui se joue, il faut regarder au-delà des grands principes. Le Sahel est aujourd'hui un carrefour stratégique. Foyer d'instabilité où prospèrent groupes djihadistes, zone de transit migratoire vers l'Europe, réservoir de ressources minières essentielles comme l'or ou l'uranium. Celui qui tient le Sahel pèse sur la sécurité de l'Afrique, mais aussi de l'Europe, et sur la chaîne d'approvisionnement mondiale. Pour les grandes puissances, perdre leur influence ici, c'est perdre un levier majeur sur l'avenir du continent, sur les flux migratoires, sur les ressources stratégiques. Mais voilà le vrai risque. Continuer à miser sur des outils, sanctions, suspensions, condamnations publiques, qui n'ont plus la même portée, c'est courir le risque de voir l'Occident perdre pied, non seulement au Burkina Faso, mais dans toute une région prête à explorer d'autres options. Et à chaque nouvelle sanction, c'est le récit de l'Occident comme force tutélaire qui s'effrite,
tandis que s'impose l'idée que la souveraineté se conquiert en tournant le dos aux anciennes puissances. Alors, concrètement, quelles conséquences cette nouvelle configuration a-t-elle sur le terrain, pour le Burkina Faso et pour toute la sous-région? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Lorsque l'isolement n'est plus synonyme de faiblesse, qui tient vraiment les cartes? Le Sahel, et en particulier le Burkina Faso, n'est plus ce simple point chaud périphérique dont l'Occident pouvait se désintéresser entre deux crises. La région est devenue centrale, non seulement pour ses ressources, de l'or au manganèse, sans oublier son rôle de carrefour migratoire, mais aussi parce qu'elle incarne aujourd'hui une bifurcation majeure dans l'ordre géopolitique mondial. Regardons la réalité en face. L'intervention française, malgré ses moyens considérables, n'a pas réussi à endiguer la vague djihadiste ni à stabiliser durablement la région. Au contraire, beaucoup au Burkina Faso et ailleurs perçoivent désormais ces partenariats occidentaux, autrefois garants de sécurité, comme inefficaces, voire contre-productifs. Ce sentiment, alimenté par des années d'insécurité persistante et de promesses non tenues, a pavé la voie à une rupture inédite. C'est là qu'entre en jeu la Russie. Son offre est directe, sécurité sans condition, présence militaire avec Wagner, soutien politique à l'ONU, et surtout, un discours anti-impérialiste qui résonne fort dans les rues de Ouagadougou et Bamako. Ce n'est pas que Moscou inspire une confiance aveugle, il s'agit surtout d'utilité. La Russie ne pose pas de questions sur les droits de l'homme et n'impose pas de feuille de route démocratique. Elle comble le vide laissé par l'Occident, tout en récoltant au passage l'accès aux ressources stratégiques locales et une influence grandissante. Les États-Unis, eux, interviennent avec des outils qui semblent dater d'une autre époque. Sanctions économiques, isolement diplomatique, suspension des aides. Mais ces stratégies n'ont de poids que si l'isolement fait plus mal que l'alternative. Pour le gouvernement de Traoré, déjà marginalisé par la CEDEAO et privé de certaines facilités financières, l'ajout de sanctions américaines ne change pas fondamentalement l'équation si la Russie, ou demain la Chine, est prête à combler le vide. Surtout, ces mesures peuvent renforcer le discours souverainiste. L'Occident ne s'intéresse à l'Afrique que lorsque ses dirigeants sont dociles. Ce message cartonne, particulièrement auprès de la jeunesse burkinabé, lassée d'un statu quo perçu comme humiliant. On l'a vu au Mali, au Niger, au Tchad, et même au Sénégal, où l'on assiste à une remise en question de la présence française. Une génération entière de leaders africains et de citoyens voit dans le pivot vers de nouveaux partenaires une forme d'émancipation, un choix géopolitique assumé. Et l'Occident, faute de levier militaire ou économique crédible, se retrouve à défendre ses valeurs avec des outils de plus en plus contestés et de moins en moins efficaces. Mais attention, le renversement d'alliance ne garantit ni l'ordre ni le progrès. Les forces russes, notamment Wagner, sont elles-mêmes accusées de violations et d'exactions. L'insécurité persiste, l'économie reste fragile, les services publics reculent. Le pari de Traoré repose sur sa capacité à apporter un minimum de stabilité. Et s'il échoue, rien n'indique que son successeur serait plus démocratique ou plus tourné vers l'Occident. Le risque, c'est la fragmentation de l'État, la multiplication des zones hors de contrôle et l'expansion des groupes djihadistes. Un scénario où ni Moscou, ni Washington, ni Paris ne sortiraient vraiment gagnants. Ce qui se joue ici dépasse largement le sort d'un seul pays. C'est la capacité des puissances à influencer les choix des États africains, l'accès à des ressources vitales et, in fine, la stabilité d'un espace déjà fragile, qui sont remis en cause. Si l'Occident veut rester un acteur crédible au Sahel, il doit comprendre que la logique punitive des sanctions peut se retourner contre lui et accélérer le basculement vers d'autres modèles, d'autres alliances. Reste une question clé. Face à cette nouvelle donne, quelles leçons tirer pour l'Occident? Et surtout, quelle stratégie pour les sociétés africaines elles-mêmes? C'est ce que nous allons explorer dans la suite. L'ère des alternatives est-elle en train de redéfinir les règles du jeu? C'est la vraie question que pose la crise au Burkina Faso, et la réponse concerne bien plus que ce pays, ou même que le Sahel. Ce qui se joue ici, c'est la transformation du paysage géopolitique mondial, et ce que ça implique pour l'Occident, mais aussi pour chacun de nous qui vivons dans un monde profondément interconnecté.
Regardons la situation en face. L'Occident, qu'il s'agisse des États-Unis, de la France ou de l'Union européenne, se retrouve soudainement confronté à une perte d'initiative stratégique. Là où, pendant des décennies, l'idée dominante était que l'intégration économique, les partenariats sécuritaires et la pression normative finiraient par ancrer les pays africains dans une forme de gouvernance libérale et démocratique, cette logique se fissure. Pas parce que l'autocratie est subitement devenue plus séduisante, mais parce que le nombre d'options alternatives a explosé. La Russie, la Chine, la Turquie, les Émirats ou le Qatar proposent aujourd'hui des partenariats pragmatiques, sans conditions politiques, sans exigence de réforme, ni même de transparence. Cela ne veut pas dire que ces modèles sont supérieurs, mais simplement qu'ils existent, qu'ils sont disponibles, et que pour un gouvernement comme celui du Burkina Faso, sous pression sécuritaire et diplomatique, l'utilité immédiate l'emporte désormais sur l'idéologie. Le rapprochement avec la Russie, par exemple, n'est pas le fruit d'une véritable adhésion idéologique. Ce n'est pas une question de fidélité à Moscou, ni de projet commun à long terme. C'est d'abord un calcul utilitariste. Qui veut bien nous aider sans poser trop de questions? Si demain un autre acteur propose mieux, l'alliance pourra changer aussi vite. Ce qui compte, ce n'est pas la loyauté, mais la capacité à fournir ce dont le régime a besoin pour survivre. Et c'est là que les sanctions occidentales, les rappels à l'ordre démocratique ou les menaces d'isolement risquent, paradoxalement, d'accélérer le phénomène qu'elles veulent empêcher. En punissant les régimes qui cherchent des alternatives, l'Occident les pousse à s'enfoncer davantage dans les bras de nouveaux partenaires, qui, eux, n'attendent qu'une chose, que la France ou Washington ferment la porte, pour pouvoir s'installer durablement. La Russie, par exemple, ne cherche pas à faire du Burkina Faso un État satellite comme à l'époque de la guerre froide. Ce serait illusoire. Elle cherche plutôt à démontrer qu'elle peut être un partenaire crédible pour des gouvernements que l'Occident a délaissés ou sanctionnés. Sa stratégie, testée ailleurs, en Syrie, au Venezuela, en Biélorussie, consiste à exploiter chaque erreur occidentale, chaque moment où, faute de perspective ou d'alternative, les sanctions deviennent une fin en soi plutôt qu'un levier de changement. Ce que révèle le cas du Burkina Faso, c'est que le pouvoir ne se joue plus uniquement sur la supériorité d'un modèle, mais sur la capacité à offrir des options. Pour un gouvernement dos au mur, la disponibilité prime sur la qualité. Et tant que les Occidentaux persisteront à traiter les symptômes, sanctionner, condamner, s'indigner, plutôt que les causes profondes de l'instabilité, ils alimenteront eux-mêmes l'émergence de ce nouvel ordre multipolaire. Voilà pourquoi ce qui se passe aujourd'hui au Sahel pourrait bien devenir la nouvelle norme ailleurs. Le rejet de l'influence occidentale ne tient pas à une préférence pour l'autocratie, mais à l'émergence de choix alternatifs, plus accessibles et moins contraignants. Comprendre ce basculement, c'est anticiper comment se dessinera le monde de demain, où la sécurité, l'économie mondiale et même la place de l'Occident seront redéfinis par la capacité ou l'incapacité à s'adapter à cette nouvelle réalité. Reste alors à saisir ce que cela implique pour tous les acteurs et pour l'avenir des relations internationales. Qui écrira les règles du jeu au XXIe siècle si l'Occident ne s'adapte pas? Le Sahel, et notamment le Burkina Faso, nous montre que la partie est loin d'être jouée. Ce n'est plus l'Occident qui impose le cadre. La réalité, c'est que l'offre d'autres partenaires, Russie, Chine, États du Golfe, est aujourd'hui plus accessible, plus directe, et surtout, dénuée de conditions morales ou politiques. Ce ne sont pas forcément de meilleurs modèles, mais ils sont disponibles, et pour des régimes sous pression, ce critère prime sur tous les autres. Ce basculement n'est pas idéologique, il est pragmatique. Les alliances se font et se défont au gré de l'intérêt national, sans fidélité particulière. Pourtant, ce n'est pas anodin. Ce nouveau jeu, où l'Occident n'a plus l'initiative, expose sa vulnérabilité. Chaque sanction, chaque hésitation peut renforcer le récit d'un déclin, validant la thèse que l'influence occidentale s'effrite. Laisser passer ce tournant, c'est accepter que le Sahel devienne le laboratoire d'un monde où les règles sont redéfinies sans l'Occident. Le vrai enjeu, ce n'est pas tant la survie d'un régime, mais bien la perte, à long terme,
de la capacité à façonner l'avenir d'un continent stratégique. Face à cette réalité, la question reste ouverte. Le Sahel est-il le premier chapitre d'un nouvel ordre mondial, ou le dernier avertissement avant une remise en question profonde des politiques occidentales? À chacun d'y réfléchir.